Savez-vous qu'en ce moment même, une guerre silencieuse fait rage à l'intérieur de notre corps? C'est vrai, une armée microscopique est sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour nous défendre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces soldats, un fantassin de première ligne. C'est une question qu'on devrait tous se poser. Imaginez une simple coupure de papier, une égratignure en jardinant, et voilà, la brèche est ouverte. La première ligne de défense est tombée. L'ennemi est dans la place. La question c'est, et maintenant? Comment le corps va-t-il bien pouvoir réagir à ça? Eh bien, la réaction est quasi immédiate. Des signaux chimiques, de vrais signaux de détresse, sont émis depuis le lieu de l'invasion. C'est l'alerte générale, l'appel aux armes. Et tout de suite, une force d'intervention rapide est déployée pour maîtriser la situation. Et qui sont-ils, ces fameux premiers secours? On les appelle les granulocytes. Pensez à eux comme l'infanterie de notre système immunitaire. Ce sont des cellules ultra spécialisées et le plus fou, c'est que leur intérieur est bourré de petites granules, des véritables grenades chimiques prêtes à être dégoupillées contre l'ennemi. D'accord, mais un soldat comme ça, il ne sort pas de nulle part. Comme tout bon héros, il a une histoire, une origine. Et son histoire à lui commence dans un lieu très spécial, une sorte d'usine ultra protégée et super productive, la moelle osseuse. Tout part d'une seule cellule, la cellule souche hématopoïétique. Ce qui est absolument fascinant avec elle, c'est qu'elle est polyvalente. Elle peut faire deux choses incroyables, se copier elle-même à l'infini et surtout se transformer en n'importe quel type de cellule sanguine. C'est la recrue de rêve, celle qui peut endosser n'importe quel rôle. Alors comment on passe de simple recrue à soldat d'élite? Eh bien ça prend environ une semaine de formation intensive. Ça commence avec le myéloblaste, une grosse cellule toute simple. Puis, au stade de promyélocyte, elle reçoit son premier équipement, ses premières armes, les granules primaires. Ensuite, en tant que myélocyte, la spécialisation s'affine. Et c'est là qu'elle arrête de se diviser. Et pour finir, le métamyélocyte, qui a déjà une forme plus mature, est presque prêt pour le terrain. Le changement est radical, vraiment. Au début, on a une grosse cellule, et à la fin, une cellule bien plus petite et agile. Son noyau, qui était tout rond, devient segmenté, ce qui va lui donner une souplesse incroyable. Et surtout, son intérieur se charge à bloc de ses fameuses armes, les granules. À ce stade, c'est clair, on a affaire à un soldat d'élite prêt à en découdre. Bon, la formation est terminée. Notre granulocyte quitte la caserne, la moelle osseuse, et il est largué dans les grandes autoroutes du corps, les vaisseaux sanguins. C'est parti pour sa première mission, la patrouille. Et là, il y a un détail assez contre-intuitif. Cette armée en patrouille est en fait coupée en deux. La moitié de ces cellules, le compartiment circulant, navigue librement dans le sang. C'est cette partie-là qu'on mesure dans une prise de sang classique. Mais l'autre moitié, le compartiment marginal, est carrément collé aux parois des vaisseaux. On peut les voir comme des forces spéciales en embuscade, prêtes à intervenir à la seconde. Et attention, la vie de patrouilleur, c'est intense, mais c'est très très court. La demi-vie d'un de ces neutrophiles dans le sang, c'est à peine 6 à 8 heures. C'est une vie ultra éphémère, toujours sur le qui-vive. Ça veut dire que le corps doit en fabriquer des milliards et des milliards chaque jour. Pour faire face à ce besoin colossal, le corps est prévoyant. Il a une réserve stratégique. Dans la moelle osseuse, il y a une armée de neutrophiles déjà prêts. Une armée de réserve qui est 3 à 5 fois plus grande que toute la population qui patrouille dans le sang. C'est une force de frappe massive, prête à être libérée si une grosse infection se déclare. Et voilà, l'alarme sonne. Une infection est détectée. C'est l'heure. C'est le moment pour lequel notre soldat s'est entraîné toute sa vie. La mission commence maintenant. Mais comment il sait où aller au juste? C'est simple, il a une sorte de GPS intégré. Ça s'appelle le chimiotactisme. Il est capable de suivre à la trace des pistes chimiques, un peu comme un chien de chasse. Ces pistes sont laissées par les bactéries elles-mêmes ou par nos propres cellules endommagées. Il remonte la piste, tout simplement, vers là où l'odeur est la plus forte. Ok, il arrive près de la zone de combat, mais il y a un problème. Il est toujours sur l'autoroute, dans le vaisseau sanguin. Il doit en sortir. C'est là que sa forme si particulière, son noyau flexible, entre en jeu. Il va littéralement se déformer pour se faufiler entre les cellules qui forment la paroi du vaisseau. C'est un vrai numéro de contorsionniste cellulaire, c'est assez incroyable à imaginer. Et le voilà enfin, face à l'ennemi. L'affrontement final, ça s'appelle la phagocytose. En gros, il va manger la cellule envahissante. Ça se passe en 3 temps. D'abord, il l'identifie et s'y accroche. Ensuite, il déploie des bras pour l'entourer et l'avaler entièrement, la piégeant dans une petite bulle. Et l'étape finale, il déverse le contenu de ses granules, son cocktail chimique mortel, dans cette bulle pour anéantir l'intrus. Fin de l'histoire pour la bactérie. La mission est un succès, l'ennemi est neutralisé, mais cette victoire a un coût. Après le combat, la plupart de ces neutrophiles meurent sur le champ de bataille. Et ce sacrifice ultime, en fait on peut le voir. Ces soldats tombés au combat sont le composant principal de ce qu'on appelle le PU.
Alors, le neutrophile, c'est le fantassin, le gros des troupes. Mais il ne se bat jamais seul. Dans l'armée des granulocytes, il y a aussi des unités d'élite, des forces spéciales, qui ont des missions bien à elles. Faisons connaissance avec toute l'équipe. On peut les distinguer assez facilement par la couleur de leurs granules. Ça donne un indice sur leur job. On a donc notre neutrophile, le fantassin. Ensuite, l'éosinophile, avec ses granules orange flashy. Et pour finir, le basophile, avec des granules bleu foncé, presque violet. Chacun a son rôle, sa spécialité. L'éosinophile, lui, c'est le spécialiste des grosses cibles, comme les vers parasites par exemple. Il les attaque avec des protéines super toxiques. Mais il a un deuxième rôle très important. Il aide à calmer le jeu pendant les réactions allergiques. C'est un combattant un peu plus subtil et sélectif que le neutrophile. Et le basophile, alors lui, c'est la sirène d'alarme de l'allergie. Dès qu'il croise un allergène, il panique et libère d'énormes quantités d'histamine. C'est lui le responsable direct des symptômes qu'on connaît bien, les démangeaisons, le nez qui coule, l'urticaire. Son rôle, c'est de crier au feu pour que tout le système immunitaire se mette en branle. Bref, vous l'aurez compris, on a là une armée incroyablement complexe et coordonnée qui travaille en permanence, dans l'ombre, sans même qu'on s'en rende compte. Et au final, tout revient à ça. Une fois que la barrière de la peau est franchie, ce sont eux, les neutrophiles, qui constituent notre deuxième ligne de défense. Leur mission est aussi simple que vitale. Détruire et éliminer. Point. Et il faut bien réaliser ce que ça représente. Chaque minute de chaque jour, cette armée microscopique naît, se déploie et se sacrifie, juste pour qu'on puisse continuer à vivre en sécurité. Ce qui nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Cette armée, c'est une force d'intervention rapide, parfaite pour les petites escarmouches. Mais que se passe-t-il si l'ennemi est trop fort, trop nombreux? Que se passe-t-il si cette première ligne est submergée? Qui prend le relais?